J'aimerais résumer ce que je viens de vous dire avec un schéma. Et les règles d'interprétation de ce texte vont être les suivantes. Beaucoup de précisions sur certaines périodes. Des blancs importants. Et je vais peut-être illustrer ce que je vous montrais de la manière suivante. Imaginez ici, alors vous voyez un monticule, c'est la montée en flèche d'une puissance, et puis elle passe par une période de plateau, et puis elle décline. Et un peu plus tard, une autre puissance monte, elle aussi, subit un plateau, et puis décline. Et pendant qu'elle décline, vous en avez une troisième qui monte à son tour, subit un plateau et puis décline. Alors, ce que fait ce chapitre 11, c'est la chose suivante. Il efface les zones de trouble, là où vous avez une puissance qui descend, une autre qui monte, il l'efface. Et il va coller ces différents éléments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des trous. Et un trou de 150 ans, un trou de 100 ans. Mais vous avez, puisqu'on a tout le reste, puisqu'on a le déroulement des empires que l'on connaît bien, qu'on a vu à 3 reprises, vous avez cette phrase clé qui va vous indiquer, là on passe à la dynastie suivante. On passe à un moment qui n'est pas trouble, et vous avez un homme fort qui fait ce qu'il veut, et qui domine la situation au-dessus de tous les autres. Alors, avançons maintenant sur la partie grecque de cette chose-là. Nous l'avons vu, et lorsqu'il se sera élevé, donc nous parlons d'Alexandre le Grand, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, ça s'est réalisé, ses 2 fils ont été tués, et par conséquent, ce sont ces généraux qu'on a appelés les diadoques, les successeurs, qui se sont partagés son royaume. Il n'appartiendra pas à ses descendants, il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, mais il passera à d'autres qu'à eux. Notez que tout en étant divisés, ces 4 royaumes sont désignés ici comme un seul royaume, le successeur d'Alexandre. J'avance, donc on le sait, ce sont ces héritiers n'ont pas pu être ses enfants. Par contre, les diadoques vont se disputer le trône et les guerres vont durer une 40aine d'années. En réalité, ils n'étaient pas 4, ils étaient 5, parce qu'il y avait Antigone au milieu. Et Antigone, à un moment donné, a failli récupérer toute la mise, c'est-à-dire être le successeur d'Alexandre. Mais les 4 autres se sont ligués contre lui, l'ont éliminé à Issos en 301, avant Jésus-Christ, en moins de 301, et là ils se sont partagés le gâteau. Alors les guerres vont encore durer, en gros pendant toute la vie des premiers généraux, c'est-à-dire en tout une 40aine d'années. Mais la guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud, c'est-à-dire entre la puissance qui était au nord d'Israël, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le roi du Nord, donc les Séleucides, dont l'empire s'étendait de la Turquie à l'Inde, quand même. C'est-à-dire la Turquie, la Syrie, le Liban, la Palestine, c'était plus ou moins, ça passait entre l'Égypte et le roi du Nord. Mais j'ajoute à cela l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, sans compter toutes les petites républiques, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et tout cela. Et puis on allait jusqu'au Pakistan et même un tout petit peu de l'Inde. On allait jusqu'à l'Indus. Voilà. Donc le royaume du Nord était un royaume immense et qui est devenu plus puissant que le plus puissant des autres, puisque le second, c'était l'Égypte, celui qui était au sud d'Israël.
Et nous allons voir cette guerre se développer entre le royaume du nord, au nord d'Israël, et qui comprend tout ce que je vous ai dit, et le royaume du sud, au sud d'Israël, c'est-à-dire l'Égypte. Alors les 4 royaumes vont se disputer le pouvoir jusqu'à la disparition des généraux d'Alexandre, et la Grèce et la Macédoine vont être pour Cassandre, la Thrace pour Lysimaque, l'Asie pour Antigone, l'Égypte pour Ptolémée. Ces choses-là, nous les avons déjà vues, et je passe rapidement. Antigone a des vues sur l'ensemble de l'Empire, et finalement les 3 autres se coalisent contre lui. Les Diadoques vont prendre le titre de roi, et j'aimerais vous montrer simplement comment se répartissaient ces royaumes en 301 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où les 4 que je vous ai cités ont éliminé Antigone. Et à ce moment-là, vous voyez en vert foncé la Grèce et la Macédoine, Cassandre. Ensuite, vous avez un peu plus au nord la Thrace, qui déborde encore largement sur l'Asie mineure, c'est Lysimaque. Puis vous avez en bleu l'Égypte, qui à cette époque-là a encore beaucoup de comptoirs en Méditerranée et a encore une certaine domination, comme vous le voyez. Et puis vous avez cet immense espace qui va être dirigé par les Séleucides, et qui comprend de la Turquie à l'Inde. Les conflits vont se poursuivre. Je n'insiste pas, ce sont des détails d'histoire qui nous intéressent moins, parce que vous allez voir que l'intérêt est ailleurs. Alors, l'essentiel va se faire entre le roi du Nord et le roi du Sud. Il est dit, le roi du Midi deviendra fort, donc pensez l'Égypte, mais l'un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera, et sa domination sera puissante. Eh bien, on apprend, en regardant l'histoire, que Séleucus était d'abord un général de Ptolémée. C'est-à-dire que le roi du Midi devient fort, mais un de ses chefs, c'est-à-dire un de ses généraux, Séleucus, va profiter de la lutte contre Antigone et de l'élimination d'Antigone pour prendre l'essentiel du royaume d'Antigone. Et donc, un de ses chefs, Séleucus, sera plus fort que lui et dominera, et sa domination sera puissante. C'est-à-dire que vous avez là des détails qui se sont strictement réalisés à la lettre. Alors, je continue. Je peux situer le roi du Nord avec, je vais l'appeler la Syrie, mais c'est très limitatif de l'appeler la Syrie, parce que ça prend une immense bande de terre. Et au sud, on va l'appeler l'Égypte. Le moment décisif où l'Empire va être partagé en 4, c'est en 301, avec Ipsos, et là, Séleucus, qui n'était qu'un général de Ptolémée, va fonder sa propre dynastie, et ce sera le royaume du Nord. Et toute la suite va s'organiser dans une guerre entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, entre la Syrie et l'Égypte. Au bout de quelques années, nous dit le texte, ils s'allieront. Et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront emmenée, avec son père, et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Vous allez me dire, c'est bien mystérieux et c'est bien compliqué. Et pourtant, ça colle d'une manière extraordinaire à l'histoire. Alors l'histoire, c'est que ces 2 royaumes, ces 2 dynasties se sont dit, au fond, au lieu de se faire la guerre, autant établir des liens par mariage, c'est ce qu'a fait l'Europe pendant tout le Moyen-Âge, autant établir des liens de mariage, de sorte que les enfants seront les héritiers des 2 royaumes et ne chercheront plus la guerre. Bien, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Alors au bout de quelques années, ils s'allieront. La fille du roi du Midi
Alors la fille du roi du Midi, en l'occurrence, c'est Bérénice. La fille du roi du Midi va s'allier au roi du Septentrion, au roi du Nord, pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras. Il se trouve qu'en épousant, alors je crois que c'est Séleucus II, je vais vérifier, voilà, mais en épousant Séleucus II, elle va obliger Séleucus à... non, c'est Antiochus II, excusez-moi, Antiochus II, elle va obliger Antiochus à renier sa première épouse qui s'appelle Laodice. Donc, contrat de mariage entre les deux, mais on dit voilà, mariage, sauf que Laodice, la première épouse, n'aura pas droit au chapitre, elle est éliminée, son fils n'héritera pas, et c'est le fils de Bérénice qui héritera du royaume. Et Antiochus accepte cela. Mais Laodice n'a pas dit son dernier mot. Et elle attend patiemment. Elle n'est pas éliminée, elle n'est pas tuée, mais petit à petit, elle sait regagner les faveurs de son mari. Et quand elle a bien la situation en main, qu'elle sent qu'elle a les coudées plus franches, d'un coup, elle va assassiner Bérénice, elle va assassiner son fils, elle va assassiner son mari, dont elle avait regagné la confiance, et elle va mettre sur le trône son propre fils. Vous me direz, c'était une femme forte, sûrement. Il n'en reste pas moins que le plan de départ a échoué. Et vous comprenez qu'avec une telle histoire, on n'est pas prêt de retisser des liens. Il se trouve que la même année, le père de Bérénice va lui aussi décéder, mais on n'a pas plus de circonstances, semble-t-il, on n'a pas plus d'éléments sur les circonstances de sa mort. Alors, Antiochus II épouse donc le troisième, vous avez Séleucus Ier, Antiochus I, Antiochus II, c'est Antiochus II qui épouse la fille de Ptolémée. Bien, mais à ce moment-là, on voit que Laodice va supprimer Bérénice, elle va supprimer Antiochus, elle va supprimer le fils de Bérénice, puisqu'ils avaient eu un fils, et elle va installer, Ptolémée II, le père de Bérénice, meurt la même année, et elle va installer maintenant Séleucus II, son propre fils. Voilà l'histoire. Vous voulez que je relise le texte? Alors, je ne sais pas si je l'ai là. Voilà. Non, je reviens au verset 6. Au bout de quelques années, ils s'allieront. La fille du roi du Midi, Bérénice, viendra et vers le roi du Septentrion, Antiochus II. Et la fille, voilà, le roi du Septentrion pour établir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, il ne résistera pas. Et celui qui l'a soutenu dans ces circonstances, c'est son mari. Il va être éliminé. Ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée. C'est-à-dire que toute la cour d'Égypte qui était arrivée là va être décimée. Avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Et vous voyez que le texte est étonnamment précis. Alors, j'arrive au verset 7 maintenant, et le texte nous dit ceci. « Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. » Qu'est-ce qu'un rejeton de ses racines? Alors, ses racines, c'est son père. Un rejeton de ses racines, c'est un fils de son père, c'est-à-dire son frère. Et effectivement, Ptolémée, mais Ptolémée III, son frère, va décider de se venger. Alors il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, c'est-à-dire du roi du Nord, il en disposera à son gré et se rendra puissant. Racine de Bérénice, d'accord, elle représente son père, ses ascendants, sa maison, un rejeton, c'est-à-dire un membre de sa maison, en l'occurrence il s'agit de son frère
Ptolémée III, fils et successeur de Ptolémée II. Pour venger sa sœur, il envahit la Syrie et défait Séleucus II, donc le fils de Laodice, proclamé roi à la mort de son père. Il ira jusqu'en Bactriane. Alors la Bactriane, c'est l'Asie centrale, c'est au nord de l'Afghanistan. Il pénétrera jusqu'en Bactriane, région de l'Asie centrale, et établit le pouvoir égyptien sur la Méditerranée. Donc, immense victoire. Il enlèvera même, nous dit le texte, et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or, puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. En réalité, cette victoire, il ne l'a pas exploitée, ou il n'a peut-être pas voulu l'exploiter à fond, il va rapatrier ses dieux. Les dieux qui probablement avaient été amenés par Bérénice quand elle était allée à la cour de son mari. Et donc l'objectif là était de récupérer les dieux, probablement de conquérir des territoires, mais pour une raison qui n'est pas claire pour moi, il va finalement rentrer chez lui. Donc il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux. Ici, vous avez quelque chose d'intéressant. C'est que jusqu'à présent, on a parlé du roi du Nord et du roi du Midi. Or là, dans ce verset, on identifie le roi du Midi avec l'Égypte. Preuve que on a certainement vu juste jusque-là. Et puis ça colle tellement qu'on se dit ça ne peut pas être autre chose. Et donc, ce verset nous laisse aucun doute sur l'identité du roi du Midi. Eh bien, nous connaissons ces faits à travers le décret de Canopus, qui date de 239-238, et qui déclare « Les images sacrées emportées par les Perses, le roi ayant mené une campagne à l'étranger, retournèrent en Égypte et furent rendues au temple desquels elles avaient été enlevées. Il s'agit probablement des statues emportées en Perse à l'occasion du mariage de Bérénice. En tout cas, les historiens rapportent que Ptolémée III ramena en Égypte un immense butin. Ça, c'est connu sous le nom de décret de Canopus, assez connu dans l'histoire. Et je peux donc reprendre mon schéma où vous voyez se développer les deux dynasties, et Ptolémée III a combattu Séleucus II. Après cette guerre, décret de Canopus et retour des dieux en Égypte. Mais voilà que Séleucus va contre-attaquer à son tour. Alors voyons ce qu'il nous y dit. Celui-ci marchera contre le roi du Midi et reviendra dans son pays. Il attaque, mais lui non plus ne va pas aller beaucoup plus loin, et il revient. Séleucus rétablit son autorité et tente même de marcher contre l'Égypte. Il est battu et forcé de rentrer dans son pays bredouille. Il espérait récupérer une partie du butin. Ses fils, et notez bien ce détail, ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. Alors le premier, c'est Séleucus III. Et il commence la guerre en Asie mineure, où l'Égypte avait des ports, des tributaires, avait des comptoirs, si vous voulez, puis il est emprisonné et mort peu après. Et c'est son frère qui prend la suite. Et le second entreprend en 219 une vaste campagne contre Ptolémée IV. Il reprend la Séleucie, le port d'Antioche, et décide une campagne systématique pour reconquérir la Palestine. Il pousse les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Quelle est cette forteresse du roi du Midi? Eh bien, il se trouve qu'au cours de cette période-là, en 217, on sait qu'il y a une bataille à Raphia. Alors Raphia, c'est à la frontière, même aujourd'hui, entre l'Égypte et Israël. Et je me rappelle que quand j'avais fouillé à Gaza, on avait des ouvriers palestiniens qui venaient de Raphia.
Place forte aux confins de l'Égypte et de la Palestine, et la bataille de Raphia est bien connue dans l'histoire, je n'y reviens pas. Donc vous voyez, attaque du roi du Sud, il conquiert jusqu'à la Bactriane, il conquiert une bonne partie du pays, mais il se retire. En face, le roi du Nord refait ses forces, et il attaque de nouveau. Mais il n'ira pas bien loin. Le roi du Midi s'irritera. Alors de nouveau, le roi du Midi va s'irriter et attaquer le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Alors l'historien Polybius rapporte qu'Antiochus III avait 62 000 hommes, 6 000 cavaliers et 102 éléphants. L'armée de Ptolémée était à peu près d'égale importance. Le roi du Midi, alors Ptolémée IV maintenant, riposte au roi du Nord, Antiochus III, qui subit une cuisante défaite, perdant 10 000 soldats, sans compter 4 000 prisonniers et 300 cavaliers. Donc là, c'est le roi du Midi qui l'emporte. Mais vous allez voir. Donc, nous sommes là à ce moment-là. Et vous voyez sur le schéma qu'après Séleucus II, ce sont ces deux fils, Séleucus III et Antiochus III, qui vont reprendre le flambeau. On aurait eu quelque chose de linéaire avec un roi, puis son fils, puis son fils, puis son fils. Non. Quand il y en a deux qui règnent, le texte le signale. Vous voyez la précision. Ça n'est donc pas quelque chose qui est, prévisible à l'avance. Il s'agit là maintenant d'aller de l'avant et de comprendre ce qui se passe. Donc on continue et on vous signale la bataille de Raphia et ensuite il va y avoir donc retour de Séleucus III qui va profiter de la montée d'un jeune roi Ptolémée V pour reprendre la bataille, et là c'est la bataille de Pagnon en 198. Vous n'allez pas retenir tout ça, c'est pas grave, retenez simplement que quand on voit se dérouler l'histoire, ça colle tellement au texte, ou le texte colle tellement à l'histoire, mais je ne sais pas ce qu'il faut dire. Parce que si je dis que c'est le texte qui colle à l'histoire, j'ai l'air de dire que ça a été écrit après l'histoire, alors qu'en réalité, c'est l'histoire qui colle au texte. Hein? Et vous voyez l'importance de comprendre que ce texte de Daniel a été écrit bien avant Antiochus Épiphane. Alors je continue. Et j'arrive à la deuxième partie de la partie grecque, de la période grecque. Je ne vais pas pouvoir détailler autant que je l'ai fait jusque-là, mais vous avez compris le principe. Alors, verset 12. Cette multitude sera fière, et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Et Ptolémée IV est indolent et dissolu. Il remporte une belle victoire, mais il n'en tire pas le meilleur parti, et il ne va pas plus loin. Alors le roi du Septentrion va en profiter, et il reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Et au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Alors c'est ce qui s'est passé. Hein. Antiochus III, de nouveau, s'est lancé. Bien. De 212 à 204, il se tourne vers l'Est, récupère des territoires, leur fait payer tribut, se fait une santé financière et militaire, si j'ose dire. Et il va reprendre la bataille. Et en 203, Ptolémée IV et la reine meurent, et le jeune Ptolémée V lui succède. Antiochus III profite de cela pour entreprendre une nouvelle campagne. C'est la campagne de Pagnon dont je vous ai parlé. Maintenant, je vais aller un petit peu plus vite parce que j'aimerais arriver à ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'arrivée d'Antiochus IV. Antiochus IV, c'est Antiochus Épiphane. Et il est probable qu'avec les versets qui viennent maintenant, nous allons voir arriver des choses intéressantes
concerne des éléments que vous connaissez un petit peu mieux. Car le roi du septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Et au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée de grandes richesses. On a vu cela, je n'insiste pas. Mais c'est Antiochus IV qui va prendre le relais. Et Antiochus IV, dans les années 170, va reconquérir l'Égypte. Sauf que Rome commence à monter. N'oubliez pas qu'en l'an 200, Rome a pris Carthage et que petit à petit, l'influence de Rome devient dominante. Et peut-être connaissez-vous cet épisode avec Gaius Pompilius Laenas qui a tracé un cercle autour d'Antiochus et qui lui a demandé de ne pas attaquer l'Égypte et de ne pas sortir de ce cercle tant qu'il n'aurait pas donné l'assurance qu'il n'attaquerait pas l'Égypte. Apparemment, militairement, il avait la possibilité d'attaquer l'Égypte. Et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'un légat romain, pas une armée, un légat romain vient le lui interdire. C'est vous dire que la puissance montante à ce moment-là, c'est Rome. Alors c'est ce qui va arriver et c'est ce qu'on va comprendre. Et laissez-moi maintenant arriver, si vous voulez, au verset 14. J'avance encore un petit peu, mais au verset 14, voilà. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Élément très important, parce qu'il s'agit là du peuple. Des hommes violents parmi ton peuple. Et que s'est-il passé? C'est qu'Antiochus IV, en rage de ne pas avoir pu conquérir l'Égypte, et au retour de cette campagne, va décider d'écraser la religion juive. Et il va ordonner que des porcs, animaux impurs par excellence pour les Juifs, soient sacrifiés sur l'autel du temple. Évidemment, il va y avoir une réaction violente de la part des Juifs, et c'est là toute la réaction de cette famille qui s'appelle Maccabée, mais dont tous sont morts de mort violente, d'où la notion de Maccabée. Et là, il nous est dit, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. C'est les Maccabées. Alors, j'aimerais quand même revenir sur le tout début de ce verset. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi. Or, les Maccabées se sont élevés, eux, contre le roi du Nord, contre Antiochus Épiphane. Et j'hésitais un petit peu là-dessus, jusqu'à ce que je relise la guerre des Juifs de Joseph. Et vous vous rendez compte que les choses ont commencé de manière différente. Au départ, ce sont Tobie et ses frères qui se sont élevés contre le roi du Midi, contre l'Égypte, et qui ont fait appel à Antiochus Épiphane. Alors Antiochus Épiphane, trop content, est arrivé, mais voilà, il a fait ce qu'ont fait les Romains plus tard, c'est-à-dire que pour mettre tout le monde d'accord, ils ont décidé de ce qui se passait sur ce territoire. Et vous voyez que là, ce verset 14, nous avons l'intervention des Maccabées. Et les Maccabées, c'est une chose qui a marqué, c'est une histoire qui a marqué, qui marque encore le peuple juif. Parmi ton peuple. Donc, en ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, c'est Tobie et ses frères. Et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, c'est les Maccabées. Et ils succomberont. Alors il me reste encore un verset. Et j'avance pour cela.
Bien, je passe sur les détails de l'histoire, excusez-moi, hein, mais nous avons maintenant le verset 15 auquel j'arrive. Le roi du septentrion s'avancera, probablement Antiochus Épiphane. Il élèvera des terrasses, il s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, mais elles manqueront de force pour lui résister. En réalité, il y a eu plusieurs campagnes d'Antiochus Épiphane contre l'Égypte, mais ça n'a pas suffi. Et vous comprenez bien que dans l'optique des détracteurs de Daniel, si l'histoire a été écrite post-éventum, tout ce qui suit dans le chapitre 11 va être compris comme des campagnes d'Antiochus Épiphane. Et l'interprétation traditionnelle de ce chapitre 11 de Daniel va faire la part belle à Antiochus Épiphane jusqu'à la fin du chapitre. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas prédire l'avenir, eh bien celui qui a écrit ça n'a pu écrire que sur Antiochus Épiphane. Or, vous avez vu qu'il y aura autre chose. Et au verset 16, et nous allons y arriver, hein, mais au verset 16, alors je passe sur toute cette période-là, hein, mais au verset 16, vous avez un roi qui monte, un roi qui fera ce qu'il voudra. Et si vous avez compris ce que l'on dit depuis le départ, ça veut dire que nous passons de la période grecque à la période romaine. Et on va sauter toute cette zone difficile où il y a des complots avec tous les Asmonéens, les rois Asmonéens, c'est-à-dire les descendants des Maccabées, qui vont plus ou moins s'unir au pouvoir local, qui vont être des rois prêtres, c'est-à-dire qu'ils vont être à la fois souverain sacrificateur et roi. Période compliquée qui va se terminer finalement par le fait que les Romains vont intervenir pour trancher un conflit entre deux frères, Jean Hircan et Aristobule, et évidemment, ils vont trancher d'un côté, mais ils vont imposer un gouverneur. Ce gouverneur, c'est Antipater. Vous ne connaissez pas trop Antipater, c'est le père d'Hérode, le grand. Et là, vous faites la jonction avec l'histoire que vous connaissez davantage. Pardonnez-moi si j'ai été un petit peu long, mais je voulais vous montrer, sans trop insister, combien l'histoire était détaillée. Détaillée au point que Porphyre l'a pensée écrite après l'événement. C'est-à-dire qu'un anti-bibliste, un anti-juif, un anti-chrétien a osé prétendre que c'était tellement vrai, tellement proche de l'histoire, que ça ne pouvait pas être une prophétie. Alors, est-ce que nous n'avons pas là le plus formidable témoignage de la précision de cette prophétie?